Un pilote soviétique tire une seule rafale de son canon embarqué et l'avion commence à se désintégrer autour de lui. Pas à cause d'un missile ennemi, pas à cause d'une défaillance mécanique imprévue, mais à cause de sa propre arme. C'est l'histoire du MiG-23, le chasseur que l'Union soviétique a construit pour dominer le ciel de la guerre froide et qui a failli tuer ses propres pilotes plus souvent que ses adversaires. En 1960, les généraux soviétiques regardaient le ciel avec une inquiétude croissante. Le MiG-21, fierté de l'aviation militaire de l'URSS, montrait ses limites de façon de plus en plus évidente. Rapide, oui. Agile, certainement. Mais son rayon d'action était ridicule, son radar primitif et sa charge en armement trop faible pour rivaliser sérieusement avec les nouveaux appareils américains. Le McDonnell Douglas F-4 Phantom II venait d'entrer en service, suivi de près par le Republic F-105 Thunderchief. Ces deux machines incarnaient une nouvelle génération de chasseurs-bombardiers lourds, polyvalents, capables d'emporter des charges nucléaires et de voler loin dans le territoire ennemi. Le bureau d'études Mikoyan Gourevitch reçut une commande précise et sans ambiguïté. Créer un successeur capable de surpasser les Américains sur tous les plans. Autonomie plus longue, radar puissant, armement moderne et surtout une exigence qui allait tout changer, la capacité de décoller sur des pistes courtes ou dégradées. Le haut commandement soviétique craignait qu'une guerre en Europe détruise rapidement les grandes bases aériennes et il fallait donc un chasseur capable d'opérer depuis n'importe quel terrain, y compris des routes ou des aérodromes de fortune. Les ingénieurs se retrouvèrent face à un problème presque insoluble. Un avion rapide et capable de Mach 2 possède des ailes courtes et très effilées, parfaitement inadaptées au décollage lent sur courte distance. Un avion prévu pour des pistes courtes a besoin de grandes ailes portantes, totalement incompatibles avec les hautes vitesses. Il fallait résoudre cette contradiction fondamentale de l'aérodynamique. Deux pistes furent explorées en parallèle. La première impliquait des réacteurs de sustentation supplémentaires montés verticalement dans le fuselage, uniquement pour aider au décollage. La seconde reposait sur une idée radicalement différente. Des ailes à géométrie variable, capables de changer leur angle d'inclinaison en plein vol selon les besoins. La solution à réacteur de sustentation fut testée sur le prototype IRE 231G. Les résultats furent désastreux. Les réacteurs supplémentaires consommaient des quantités absurdes de carburant, réduisaient l'espace disponible pour les armements et rendaient l'appareil dangereux lors de panne. Ce projet fut abandonné rapidement. L'équipe de Mikoyan se tourna alors entièrement vers la voilure à géométrie variable. Le concept venait d'être expérimenté par les Américains sur le General Dynamics F-111 Aardvark, mais les Soviétiques développèrent leur propre version, indépendante et différente dans son exécution mécanique. L'aile du nouveau chasseur pouvait se positionner sur 3 angles distincts. 16 degrés pour le décollage et l'atterrissage, 45 degrés pour le vol de croisière et 72 degrés entièrement repliés pour atteindre les vitesses maximales. Ce système permettait théoriquement de réunir dans un seul appareil les qualités d'un avion de transport lent et celles d'un intercepteur supersonique. Sur le papier, c'était révolutionnaire. Le prototype fit son premier vol en 1967, piloté par Alexandre Fedotov, l'un des meilleurs pilotes d'essai soviétiques. Ce vol inaugural fut techniquement réussi, mais les semaines suivantes révélèrent des problèmes inquiétants. La position des ailes, montées très haut sur le fuselage pour permettre le mécanisme de rotation, créait une excroissance dorsale qui réduisait considérablement la visibilité depuis le cockpit. Le pilote ne pouvait pratiquement pas surveiller ses angles arrière, une lacune mortelle en combat aérien. De plus, le mécanisme de pivotement des ailes ajoutait un poids important en pleine partie centrale du fuselage, modifiant le centre de gravité de l'appareil de façon dramatique selon la position des ailes.
En 1967, lors du salon aérien de Domodedovo, des milliers de spectateurs soviétiques découvrirent pour la première fois la silhouette futuriste du nouveau chasseur. L'effet fut saisissant. Les ailes repliées vers l'arrière donnaient à l'appareil une allure agressive et moderne, parfaitement différente de tout ce qui existait alors. La propagande soviétique s'empara immédiatement de l'image. Dans les journaux officiels, le MiG-23 était présenté comme la réponse définitive à la supériorité américaine, un bond technologique qui allait changer l'équilibre des forces. Les Occidentaux observaient avec inquiétude, sans savoir encore que derrière cette silhouette impressionnante se cachait une machine profondément imparfaite, dont les défauts allaient coûter la vie à des dizaines de pilotes soviétiques et étrangers dans les décennies à venir. Dès les premières années d'exploitation, les pilotes soviétiques comprirent rapidement que le MiG-23 n'était pas l'arme miracle promise par les ingénieurs de Mikoyan. Derrière la silhouette impressionnante et les chiffres flatteurs des brochures officielles, se cachait une réalité bien plus sombre, faite de pannes répétées, de comportements aérodynamiques imprévisibles et d'accidents mortels qui s'accumulaient à un rythme alarmant. Le premier problème majeur venait du moteur Tumansky R-29. Ce réacteur, conçu pour propulser l'appareil à Mach 2,4, souffrait d'une durée de vie opérationnelle scandaleusement courte. Dans les conditions normales d'utilisation, le moteur devait être remplacé ou révisé après un nombre d'heures de vol bien inférieur à ce que réclamaient les standards de l'OTAN pour leurs propres appareils. En pratique, les mécaniciens soviétiques signalaient des surchauffes chroniques, des démarrages difficiles par temps froid et des extinctions moteurs inattendues en plein vol. Pour un chasseur monomoteur, une extinction en vol ne laisse que quelques secondes au pilote pour réagir avant que la situation devienne irréversible. Le système carburant posait des problèmes tout aussi graves. Les réservoirs du MiG-23 étaient répartis dans plusieurs zones du fuselage et leur système de transfert automatique fonctionnait de façon erratique. Des déséquilibres de carburant entre les différents réservoirs affectaient directement le centre de gravité de l'appareil, aggravant encore les problèmes de stabilité déjà inhérents à la conception à aile variable. Plusieurs accidents furent directement attribués à ces déséquilibres non détectés par les instruments de bord, insuffisamment précis pour alerter le pilote à temps. La question de la stabilité en vol constituait le troisième grand défaut structurel de la machine. À grand angle d'attaque, c'est-à-dire dans les manœuvres serrées typiques du combat aérien rapproché, l'appareil présentait une instabilité en lacet particulièrement dangereuse. Le nez tendait à partir brutalement sur le côté, et le pilote devait intervenir immédiatement avec une précision et une force physique considérables pour éviter le décrochage. Les pilotes d'essai les plus expérimentés rapportèrent dans leur compte-rendu officiel que ces comportements rendaient le MiG-23 fondamentalement inadapté au combat tournoyant, le dogfight dans lequel se décidait si souvent l'issue d'un duel aérien. Le colonel Anatoly Kfotchour, l'un des pilotes d'essai soviétiques les plus réputés de l'époque, décrivit dans ses mémoires les sensations particulièrement désagréables ressenties aux hautes vitesses avec les ailes en position repliée. La combinaison de la rigidité de la structure et des forces aérodynamiques intenses créait des vibrations transmises directement aux commandes, rendant tout pilotage de précision extrêmement difficile. Le pilotage aux instruments par mauvais temps représentait une autre faiblesse criante. Plusieurs accidents graves se produisirent lors d'approches en conditions de faible visibilité, où le comportement de l'appareil à basse vitesse et ailes déployées devenait particulièrement traître. À l'intérieur même du bureau d'études Mikoyan, des voix s'élevèrent pour alerter la hiérarchie. Des ingénieurs rédigèrent des rapports internes soulignant que les corrections nécessaires pour rendre la machine véritablement fiable nécessiteraient une refonte quasi totale de plusieurs systèmes. Ces rapports furent largement ignorés par les autorités politiques et militaires, pressées d'aligner face aux Américains un chasseur de nouvelle génération. La production en série fut lancée et les régiments de l'aviation soviétique commencèrent à recevoir leur premier MiG-23 en 1971, avant même que les problèmes identifiés lors des essais aient reçu des solutions satisfaisantes.
Les accidents se multiplièrent rapidement dans les unités opérationnelles. Des pilotes moins expérimentés que les as des essais se retrouvaient aux commandes d'une machine qui ne pardonnait aucune erreur et peu d'inattention. Le taux de perte en temps de paix du MiG-23 devint l'un des plus élevés parmi les chasseurs soviétiques de la période, un fait soigneusement dissimulé par la censure militaire. Les familles des pilotes tués recevaient des explications vagues sur des accidents techniques, sans que jamais la vérité sur les défauts systémiques de l'appareil ne soit officiellement reconnue. Pendant ce temps, les services de renseignement occidentaux collectaient patiemment chaque information disponible sur le nouveau chasseur soviétique. La CIA et la direction du renseignement militaire britannique compilaient les témoignages de pilotes de pays alliés de l'URSS qui avaient eu la chance ou la malchance de voler sur la machine. Le tableau qui se dessinait était celui d'un avion impressionnant sur le plan des performances brutes, mais dangereux et peu fiable en conditions opérationnelles réelles. Un chasseur qui, malgré toutes ses promesses technologiques, risquait fort de perdre ses batailles non pas contre l'ennemi, mais contre lui-même. Malgré un bilan intérieur catastrophique soigneusement dissimulé, l'Union soviétique décida de transformer le MiG-23 en produit d'exportation majeur. La logique était simple, vendre des chasseurs modernes aux Alliés et aux pays du tiers-monde permettait d'étendre l'influence soviétique, de financer partiellement le programme et de tester la machine dans des conditions de combat réelles sans risquer directement des pilotes soviétiques. Ce que Moscou ne disait pas à ses clients, c'est que les versions exportées étaient délibérément dégradées par rapport aux appareils en service dans l'aviation soviétique. Les pays du pacte de Varsovie reçurent des versions légèrement modifiées, privées de certains systèmes électroniques sensibles. Les clients du tiers-monde, eux, se virent proposer des variantes encore plus simplifiées, équipées d'un radar rudimentaire incapable d'exploiter pleinement les missiles embarqués. En pratique, ces appareils exportés perdaient une grande partie de leur capacité théorique avant même d'avoir décollé pour la première fois. Les pilotes syriens, irakiens et libyens recevaient donc une machine déjà imparfaite dans sa version complète, amputée de surcroît de ses meilleurs équipements. La Syrie fut l'un des premiers pays à engager ses MiG-23 dans des combats aériens réels, lors des affrontements récurrents avec l'aviation israélienne au-dessus du Liban et de la vallée de la Beka. Les résultats furent immédiatement désastreux. Les pilotes syriens, pourtant entraînés par des instructeurs soviétiques, se retrouvaient systématiquement dépassés par les F-15 Eagle et F-16 Fighting Falcon israéliens. Le radar dégradé des MiG exportés ne permettait pas de détecter et d'engager les adversaires à longue distance, annulant ainsi le seul avantage théorique que l'appareil aurait pu posséder face à des chasseurs plus agiles. En combat rapproché, les défauts aérodynamiques du MiG-23 devenaient immédiatement fatals. L'instabilité en manœuvre serrée, déjà documentée lors des essais soviétiques, se traduisait concrètement par des appareils incapables de suivre les virages des chasseurs israéliens. Durant la guerre du Liban de 1982, l'aviation israélienne détruisit des dizaines de chasseurs syriens en quelques jours à peine, dont un nombre significatif de MiG-23, sans enregistrer de pertes aériennes au combat de son côté. Ce résultat humiliant pour l'aviation arabe fut analysé avec une extrême attention tant à Washington qu'à Moscou. Du côté américain, la conclusion était que le MiG-23 ne représentait pas une menace sérieuse entre des mains moins expertes que celles des pilotes soviétiques. Du côté soviétique, le silence officiel ne pouvait masquer la profonde inquiétude des militaires face à l'écart de performance constaté. L'Irak utilisa également ses MiG-23 durant la longue guerre contre l'Iran entre 1980 et 1988. Les résultats furent là aussi mitigés. Face à une aviation iranienne affaiblie par la révolution islamique et le manque de pièces détachées pour ces appareils américains hérités du régime du Shah, les pilotes irakiens auraient dû disposer d'un avantage considérable. Pourtant, les MiG-23 irakiens accumulèrent les pertes à un rythme préoccupant, victimes non seulement des combats, mais aussi de leur propre défaillance mécanique. Le moteur R-29 se révéla particulièrement problématique dans les conditions climatiques du Golfe Persique, où les températures extrêmes aggravaient encore ces tendances à la surchauffe.
La Libye de Mouammar Kadhafi possédait elle aussi une flotte significative de MiG-23 qu'elle engagea dans plusieurs accrochages avec la marine américaine au-dessus du golfe de Sirte. En janvier 1989, 2 MiG-23 libyens furent abattus par des F-14 Tomcat de l'US Navy sans que les pilotes libyens aient pu infliger le moindre dommage à leurs adversaires. Cet incident, largement médiatisé en Occident, confirma publiquement ce que les analystes militaires savaient déjà en privé. Le MiG-23 était incapable de rivaliser avec les chasseurs américains de première ligne lorsque ceux-ci étaient pilotés par des aviateurs correctement entraînés. Mais c'est peut-être Cuba qui provoqua l'épisode le plus politiquement explosif lié au MiG-23. En 1978, l'Union soviétique livra des MiG-23 à La Havane, déclenchant une crise diplomatique immédiate avec Washington. Les services de renseignement américains, en analysant les photos satellites, constatèrent avec alarme que ces appareils possédaient théoriquement un rayon d'action suffisant pour atteindre une partie du territoire des États-Unis depuis le sol cubain, et qu'ils étaient capables d'emporter des charges nucléaires tactiques. Le souvenir de la crise des missiles de 1962 était encore vivace, et la présence de ces chasseurs à moins de 150 km de la Floride fut perçue comme une provocation délibérée de Moscou. Des négociations diplomatiques tendues s'ensuivirent, forçant finalement les soviétiques à clarifier que les appareils livrés à Cuba ne seraient pas équipés de leur capacité nucléaire. Une promesse dont la vérification restait, dans les faits, impossible à garantir. Face à l'accumulation de rapports négatifs en provenance des unités opérationnelles et des théâtres d'opérations étrangers, le bureau Mikoyan ne pouvait plus ignorer l'évidence. Le MiG-23, dans son rôle de chasseur de supériorité aérienne, était un échec documenté. La décision fut prise de développer une variante spécialisée dans l'attaque au sol, en espérant que la machine trouverait enfin un domaine où ses qualités pourraient s'exprimer sans que ses défauts ne se révèlent immédiatement fatals. Cette variante reçut la désignation MiG-27 et les Occidentaux lui attribuèrent le nom de code Flogger D puis Flogger J selon les sous-versions. La modification la plus visible concernait le nez de l'appareil. Là où le MiG-23 arborait un cône pointu abritant son radar de chasse, le MiG-27 reçut un nez incliné vers le bas, conçu pour améliorer la visibilité du pilote vers l'avant et vers le sol lors des passes d'attaque à basse altitude. Ce changement d'apparence donnait à l'avion un profil immédiatement reconnaissable, presque disgracieux comparé à la silhouette effilée du chasseur d'origine. Le radar de chasse fut supprimé, remplacé par des systèmes de navigation et de désignation d'objectifs au sol. Le moteur fut également simplifié, avec une version moins puissante mais théoriquement plus fiable que le R-29 qui avait causé tant de problèmes sur le MiG-23. L'armement principal du MiG-27 fut entièrement repensé autour d'un canon de 30 mm GSH 630, une arme rotative à 6 canons capable d'une cadence de tir absolument phénoménale. Sur le papier, ce canon représentait une puissance de feu dévastatrice, parfaitement adaptée à la destruction de véhicules blindés et de positions fortifiées. Dans la réalité opérationnelle, cette arme se révéla être l'un des équipements les plus problématiques jamais installés sur un avion de combat soviétique. Les vibrations générées lors des rafales étaient d'une violence telle qu'elles endommageaient systématiquement la structure de l'appareil, les instruments de bord et les systèmes avioniques environnants. Des pilotes rapportèrent que des rafales prolongées rendaient certains instruments illisibles immédiatement après le tir, et que des fissures apparaissaient dans des zones structurelles après seulement quelques séquences de tirs intensifs. Dans certains cas documentés, le canon détruisit purement et simplement les systèmes qu'il était censé protéger. Des pannes hydrauliques et électriques directement attribuées aux vibrations du GSH 630 forcèrent plusieurs pilotes à abandonner leur appareil en vol. L'ironie était cruelle. Une arme conçue pour anéantir l'ennemi se retournait contre son propre porteur avec une efficacité parfois comparable. Les techniciens tentèrent d'amortir les vibrations par divers moyens, avec des résultats partiels et insuffisants. Le problème ne fut jamais véritablement résolu pendant toute la durée de service du MiG-27.
C'est en Afghanistan, entre 1979 et 1989, que le MiG-27 fut engagé dans ses opérations de combat les plus intenses. Les pilotes soviétiques utilisèrent l'appareil pour des missions d'appui au sol contre les moudjahidines, attaquant des convois, des positions de montagne et des villages suspectés d'abriter des combattants. Dans ce contexte particulier, contre un adversaire dépourvu d'aviation et initialement limité en systèmes antiaériens modernes, le MiG-27 put démontrer une certaine utilité opérationnelle. Ses roquettes et bombes non guidées causèrent des destructions considérables, mais l'absence de système de guidage précis rendait chaque mission une affaire d'approximation, avec des résultats souvent éloignés des objectifs visés. La situation se dégrada significativement lorsque la CIA commença à livrer des missiles sol-air Stinger aux combattants afghans à partir de 1986. Soudainement vulnérables à des missiles portables tirés depuis le sol, les pilotes de MiG-27 durent modifier radicalement leur tactique, attaquant depuis des altitudes plus élevées qui réduisaient encore la précision de leurs armements non guidés. Plusieurs MiG-27 furent perdus au-dessus du territoire afghan, victimes aussi bien des missiles ennemis que de leur propre défaillance mécanique dans les conditions difficiles de l'altitude et de la chaleur afghane. Pendant ce temps, les services de renseignement occidentaux travaillaient activement à obtenir des exemplaires du MiG-23 pour l'évaluer directement. En 1977, un pilote syrien avait livré par erreur son appareil aux Israéliens en atterrissant sur un aérodrome israélien après s'être désorienté. Cet appareil fut minutieusement analysé avant d'être partagé avec les Américains. Les conclusions des évaluations furent sans appel. Le MiG-23 était certes capable d'atteindre des performances brutes impressionnantes en ligne droite, mais sa conception globale accumulait des compromis trop nombreux et trop graves pour en faire un adversaire réellement dangereux entre des mains ordinaires. Les pilotes américains qui le testèrent notèrent unanimement que ses points aveugles, son instabilité en combat tournoyant et la médiocrité de son ergonomie le plaçaient nettement en dessous des standards occidentaux contemporains. Lorsque le drapeau rouge fut abaissé pour la dernière fois au-dessus du Kremlin en décembre 1991, l'Union soviétique disparut, en emportant avec elle les illusions qui avaient entouré tant de ses programmes militaires. La nouvelle Russie hérita d'une armée de l'air pléthorique, techniquement vieillissante et financièrement impossible à maintenir dans son état actuel. Les généraux russes durent prendre des décisions douloureuses sur les appareils à conserver et ceux à éliminer en priorité. Le MiG-23 figura immédiatement en tête de liste des appareils à retirer du service actif. La décision était logique et sans appel. Avec plus de 1500 MiG-23 de différentes variantes encore en service dans les forces armées russes au moment de l'effondrement soviétique, et un coût de maintenance prohibitif pour un appareil monomoteur à la fiabilité douteuse, le choix s'imposait de lui-même. Les régiments équipés de MiG-23 furent dissous les uns après les autres, leurs appareils convoyés vers d'immenses cimetières d'avions dans les steppes russes, où ils rejoignirent des centaines d'autres machines condamnées à rouiller lentement sous le ciel gris. Ce processus brutal, mais nécessaire, révéla au grand jour une vérité que Moscou avait soigneusement dissimulée pendant 2 décennies. Le MiG-23 n'avait jamais été la machine invincible de la propagande soviétique. Le bilan final était accablant, d'une façon particulièrement symbolique. Le MiG-21, le vieux chasseur que le MiG-23 était censé remplacer définitivement, continuait de voler dans plusieurs armées de l'air à travers le monde, modernisé et adapté, toujours capable de rendre des services opérationnels réels. Le MiG-23, lui, disparaissait de la scène avant son prédécesseur, incapable de justifier les coûts de sa maintenance face à des appareils plus modernes et plus fiables. Entrer dans l'histoire comme le successeur qui part avant celui qu'il devait remplacer, constituait une épitaphe particulièrement cinglante pour un programme qui avait mobilisé des ressources colossales pendant près de 30 ans. La dernière variante à quitter officiellement le service actif russe fut le MiG-23P, une version spécialisée dans la défense aérienne du territoire soviétique.
Cet appareil fut retiré des unités de première ligne en mai 1998, mettant fin à 27 ans de service opérationnel dans l'aviation russe. Aucune cérémonie particulière ne marqua cet événement. Aucun discours officiel ne salua le retrait d'un appareil qui avait pourtant été pendant une décennie entière le chasseur le plus important de l'arsenal soviétique. Le silence qui entoura cette retraite en disait plus long que n'importe quel commentaire. Hors de Russie, l'histoire du MiG-23 se prolongea de façon nettement moins glorieuse encore. En Syrie, des appareils survivants furent engagés sporadiquement lors des premières années du conflit civil qui déchira le pays à partir de 2011. Ces MiG-23, vieux de plusieurs décennies, mal entretenus faute de pièces détachées et pilotés par des aviateurs dont la formation avait été perturbée par années de crise, se révélèrent d'une utilité quasi nulle face aux défis posés par ce conflit particulier. Plusieurs appareils syriens furent perdus dans des accidents ou abattus, confirmant que le temps n'avait fait qu'aggraver les défauts congénitaux d'une machine déjà problématique dans ses meilleures années. En Afrique, quelques forces aériennes maintinrent des flottes réduites de MiG-23 en service théorique jusqu'aux alentours de 2015, principalement faute de moyens financiers pour les remplacer par des appareils plus modernes. Ces avions volaient rarement, leurs heures de vol étant soigneusement comptées pour ménager des cellules fatiguées dont personne ne pouvait plus garantir l'intégrité structurelle. Il représentait moins une force de combat réelle qu'une façade, un symbole de puissance militaire sans substance concrète derrière lui. Au total, plus de 5000 MiG-23 furent construits, un chiffre qui témoigne de l'ampleur industrielle du programme soviétique. Pourtant, aucune victoire décisive, aucun fait d'armes marquant, aucune domination aérienne incontestable ne vint jamais justifier cet investissement titanesque. Le MiG-23 restera dans l'histoire de l'aviation militaire comme la démonstration que la sophistication technologique, mal maîtrisée et précipitée par des impératifs politiques, peut produire une machine qui impressionne sur le tarmac et déçoit systématiquement dans les airs. Un avion qui, à chaque étape de sa carrière, trouva le moyen de menacer ses propres pilotes autant que ses adversaires désignés, et qui quitta la scène sans laisser derrière lui autre chose que la confirmation que certaines ambitions technologiques méritent parfois d'être abandonnées bien avant d'atteindre la production en série. Si cette histoire vous a passionné, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé du MiG-23. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires sur les machines de guerre les plus fascinantes et les plus controversées du XXe siècle, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Un like prend 1 seconde et nous aide énormément à continuer ce travail.